Ça y est, c'est officiel, Donald Trump est élu président des États-Unis. Et pourtant, on annonçait un résultat très serré, mais la victoire, elle est large. Dès 4h du matin en France, on connaissait la tendance et l'annonce de la victoire est arrivée au matin. Et donc après cette victoire, tu as deux sons de cloche. D'un côté, tu as des gens qui disent que c'est une catastrophe absolue, et de l'autre que c'est quasiment une révolution. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, sur Actu Réfractaire, on va étudier tout ça et aussi parler à la fin du dernier épisode du budget en France. Avec la victoire de Trump, on voit enfin le bout de la campagne la plus chère de l'histoire des États-Unis, mais aussi la plus pauvre en arguments. Et c'est pas nous qui le disons, c'est le correspondant à Washington de France 24. Il parle notamment des contradictions qui fait qu'il n'y a pas vraiment de programme politique qui avait été annoncé pendant cette élection. Par exemple, Trump a pu avoir des mots contre les restrictions à l'avortement, alors qu'il a lui-même interdit à la moitié des États-Unis de le pratiquer. Et pendant ce temps-là, Kamala Harris, elle a rompu avec la tradition des démocrates d'être un petit peu critique sur les armes pour être beaucoup plus les armes c'est pas si mal au fond hein. Leur programme changeait en fonction de l'électorat qu'ils voulaient atteindre, ce qui fait qu'en fait il y avait pas de programme, il y avait rien, il y avait juste du blabla. Du coup les mois entiers mais véritablement de matraquage électoral n'ont servi qu'à brasser du vent. Donc c'est pas en analysant les discours et les programmes qu'on va trouver quelque chose et matière à analyser, on va plutôt essayer de regarder ailleurs. Et déjà ce qu'on peut retirer de la campagne c'est entre autres l'opportunisme de Donald Trump vis-à-vis les très grandes fortunes qui ont financé son élection. Et cet opportunisme, il pourrait avoir de grandes conséquences sur l'avenir du capitalisme états-unien. Pourquoi? Parce que tout simplement, les milliardaires, les entreprises, les actionnaires, c'est un peu comme les enfants, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui veulent tout avoir tout de suite, le plus rapidement possible, mais ça peut desservir les intérêts du capitalisme états-unien à moyen terme. Parce que l'impérialisme états-unien, là, il doit faire face à une concurrence industrielle sans précédent de l'économie chinoise, dans un monde toujours plus quadrillé par les sanctions et par les alliances, et tout ça sur un fond de crise de l'énergie. Et pour faire face à tout ça, la stratégie qui a été déployée jusque-là par le Parti démocrate, c'est tout simplement d'automatiser l'économie états-unienne en relocalisant des industries clés comme les usines à micropuces et l'automobile. Mais pour financer ces gros projets industriels, il a fallu piocher donc dans la dette évidemment, mais aussi dans des profits de mastodontes comme Facebook ou Pfizer. Évidemment, ça n'a pas plu aux industriels de la pharmacologie ou de la tech qui ont misé cette fois sur Donald Trump pour arrêter qu'il leur prenne des milliards. Mais du coup, cet opportunisme de Trump pourrait précipiter une crise dans le capitalisme états-unien qui va être incapable de reconstruire une industrie dans ses secteurs stratégiques s'il ne trouve pas le pognon ailleurs. En gros, c'est un peu comme Macron au début qui avait délaissé la stratégie industrielle juste pour satisfaire les intérêts individuels des milliardaires et des réseaux qui ont financé sa campagne. Sur le plan international, la campagne nous éclaire pas tant que ça en fait sur ce qui va se passer. Mais ce qui est bien avec Trump, c'est qu'on a un passif, c'est-à-dire qu'il a été président pendant 4 ans et que quand on regarde sa politique, on se rend compte que globalement, c'était quand même une politique économique et militaire agressive contre la Chine et contre l'Iran. Par exemple, en Iran, il a fait sauter l'accord qui limitait les armes nucléaires contre un allègement des sanctions. À côté de ça, il a rétabli le quasi-blocus qui étouffait l'économie iranienne. Du coup, l'objectif est clairement d'isoler un adversaire au Moyen-Orient, quitte à aller au conflit. Et à l'inverse, tu as Trump qui a œuvré à la sortie de l'État israélien de son isolement, en le faisant reconnaître et en signant des bons papiers économiques avec pas mal de pays de la région, et notamment les Émirats arabes unis. Il faut se dire que ça a quand même donné lieu à des coopérations économiques entre les entreprises émiraties et israéliennes pour l'exploitation du gaz au large de Gaza. Mais plus globalement, l'action de Trump a préparé aussi le génocide en cours à Gaza, notamment grâce à des positions symboliques qui ont légitimé la colonisation de la Palestine. Et bien sûr, tout ça sur un but stratégique puisque l'État israélien est un allié militaire surdéveloppé dans la région pour l'impérialisme états-unien. Du coup, ça nous pousse à penser que cette nouvelle administration de la Maison-Blanche pourrait s'engouffrer dans une brèche ouverte par l'armée israélienne en Iran. Et oui, toutes les cartes en main sont en train d'être redistribuées dans la région et l'État nord-américain pourrait tenter de jeter de l'huile sur le feu pour atteindre l'Iran en s'appuyant sur son allié israélien. Et tout ça au mépris des dizaines de milliers de vies qui pourront être sacrifiées pour ça. Quant au front ukrainien, c'est possible que Trump y valorise aussi des négociations pour arrêter la guerre là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de retour aujourd'hui sur l'argent investi puisque toutes les sanctions ont déjà été émises sur la Russie et l'économie russe. Donc même s'ils arrêtent la guerre maintenant, les sanctions seront toujours là, donc ils vont toujours vendre le gaz et le pétrole en Europe. Donc autant aujourd'hui aller sur l'Iran pour développer les marchés en Iran. Sachant que maintenant qu'il y a beaucoup de trucs qui sont détruits en Ukraine, ils peuvent le reconstruire. Et il y a évidemment plein de points encore à aborder, donc n'hésite pas à nous partager tes remarques sur l'élection de Trump.
et on continuera à en faire des vidéos sur Canard Réfractaire et sur Actu Réfractaire. Allez, maintenant qu'on a fait ce passage aux États-Unis, on va revenir en France et plus précisément à l'Assemblée nationale. C'est une première dans la 5ème République. Le budget de la sécurité sociale ne sera pas voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Un 49.3? Pas tout à fait, mais ça y ressemble. En fait, tu as le délai du débat qui a été dépassé. En fait, la Constitution dit qu'il faut 20 jours à partir du dépôt du budget pour que l'Assemblée nationale le vote. Sauf qu'avec de nombreux amendements des macronistes et des LR, le débat s'est rallongé. Alors d'habitude, c'est pas très grave, mais là tu as la ministre chargée du Parlement qui a décidé d'être très carré sur la Constitution et qui a dit que vu que les 20 jours étaient passés, on va clôturer les débats. Conséquence, exactement comme si c'était un 49.3, c'est-à-dire que le budget de la Sécu a été envoyé sans modification, comme Barnier l'a écrit au Sénat. Et comme avec le budget, ça va faire la navette parlementaire, donc c'était à l'Assemblée, ça va aller au Sénat, puis vu qu'ils vont pas être d'accord, ça va être en commission mixte paritaire pour revenir ensuite à l'Assemblée nationale. Le NFP avait pourtant réussi à faire voter de nombreux amendements pour augmenter les cotisations pour un total de 20 milliards. Et la stratégie du RN, ça a été de s'abstenir pour ne pas obstruer les débats et permettre de continuer d'étudier les amendements. Donc d'aller jusqu'au bout des discussions, ce que la Macronie n'a pas laissé faire. Tu as des insoumis qui dénoncent cette décision et cette stratégie, disant qu'il s'agit d'un 49.3 déguisé. Donc le gouvernement temporise, mais pour mieux sauter au final, puisque quoi qu'il arrive, en seconde lecture, tu vas avoir une Assemblée nationale qui va être contre ce budget, il va falloir le passer par 49.3. Entre les délais et les 49.3 des années précédentes, ça fait 3 ans d'affilée que l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget de la sécurité sociale. Ce qui fait qu'avec ou sans majorité relative, le NFP ne peut pas s'opposer pour le moment aux institutions autoritaires de la 5ème République, mais ils font la démonstration qu'une autre politique est possible depuis l'intérieur des institutions. Le gouvernement, lui, va devoir enchaîner donc les 49.3 sur le budget et sur la sécurité sociale, ce qui va être très compliqué politiquement à faire, et il va sans doute y perdre quelques plumes. Bref, la cocotte est en train de bouillir et dans les prochains épisodes, on va voir comment elle va sauter. Merci à tous d'avoir suivi cette Actu Réfractaire. Pour rappel, nous sommes totalement indépendants, donc si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse se développer, n'hésitez pas à nous financer via Tipeee. Et puis à demain pour votre prochaine quotidienne.